Michel Henry, je suis enseignant-chercheur en retraite de l'Université de Franche-Comté, mathématicien, statisticien. Et j'ai assuré 2 mandats d'administrateur de l'Union rationaliste. Je vous présente Carole Châtelain, qui vient de s'asseoir, et qui est directrice de rédaction de Sciences et Avenir, et associée à la recherche. Vous connaissez tous cette revue de vulgarisation scientifique. Elle l'a été de 2021 à 2023. Et 2024, elle préside l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Elle est chargée d'enseignement à l'Université Paris-Nanterre et à l'Institut de formation à la médiation et à la négociation. Et elle est l'autrice du livre Médiation, comment développer son empathie, les ressources du cerveau, qui est paru en décembre 2019 aux éditions Archétype 82. Je vous présente aussi notre deuxième intervenant, Michel Badré, qui est un haut fonctionnaire, polytechnicien, ingénieur général des ponts et des eaux et forêts. En 2022, il a présidé le débat public sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, justement, sujet qu'on vient d'évoquer. Il appartient à une famille de forestiers sur plusieurs générations. Il est membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie, de la santé, et en tant que chercheur appartenant au cours des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique. Le 6 avril 2022, la Commission nationale du débat public l'a désigné à la présidence de la commission particulière en charge d'organiser le débat public sur le projet de construction de 2 réacteurs nucléaires EPR2 sur le site de Penly. Michel Badré est l'auteur de nombreux articles, notamment le chapitre Transport et environnement de l'Encyclopédie Universalis. Il a publié dans la revue Études 2 articles en septembre 2015, Environnement et économie éthique, qu'est-ce qu'un bon projet ? Et en juin 2017, L'avenir de la fonction publique dans la revue Alternative économique. Et en 2017, Comment débattre de grands projets. Nous sommes en plein dans le débat. Comme vous l'avez dit, donc j'ai dirigé des rédactions scientifiques pendant plusieurs années, dernière étant donc Sciences et Avenir et la recherche. Et donc depuis quelques mois, je préside donc une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'AJSPI, donc l'association des journalistes scientifiques pour la presse d'information. C'est un peu long, mais c'est très précis, c'est-à-dire que c'est un regroupement de journalistes qui travaillent dans la presse d'information et non pas dans la presse de communication. Il est évident qu'il faut faire la différence entre les deux. Nous sommes une association qui réunit, nous sommes la plus grosse association de France, nous réunissons près de 300 adhérents. Et la particularité que nous avons, c'est que nous réunissons tous les secteurs, c'est-à-dire autant des journalistes de radio que des journalistes de télé, que des journalistes de presse écrite, que des journalistes désormais également de réseaux sociaux, puisqu'évidemment nous nous ouvrons à ces nouveaux modes de communication. Nous réunissons absolument toutes les générations. Et nous réunissons également tous les types de métiers, que ce soit les secrétaires de rédaction, les rédacteurs, les rédacteurs en chef, nous avons tous les photographes, bref, tous ceux qui ont affaire à la science sont les bienvenus chez nous, et toutes les générations. Donc, que ce soit les étudiants, parce que nous avons beaucoup d'adhérents étudiants à qui nous offrons la possibilité d'ouvrir leur réseau et de voir comment travaillent les anciens, et également les journalistes postés, c'est-à-dire en rédaction, et les journalistes qui ne le sont pas, donc les journalistes pigistes, puisque, comme vous le savez, c'est une profession qui contient et qui compte parmi elles beaucoup de pigistes, et on parlait tout à l'heure de la paupérisation de la recherche, on pourrait également parler de la paupérisation des journalistes. C'est un vaste débat qui a peut-être à voir avec ce qu'on se dit aujourd'hui. En tout cas, j'ai la lourde tâche, moi, de parler au nom d'une profession qui est détestée par 84% des Français. Puisque nous sommes, d'après le dernier sondage Ipsos, quasi avant-dernier parmi les professions appréciées par les Français. Et nous sommes juste devant les politiciens. Voilà, on a encore ça pour nous.
Les journalistes. Et les journalistes scientifiques, on a une petite... Alors, ça n'était pas dans ce sondage, mais on a une petite chance par rapport aux autres. On est un peu plus appréciés que les journalistes dits généralistes. Et vous, les chercheurs, puisque nous travaillons ensemble en tant que journalistes scientifiques et chercheurs, nous sommes bien évidemment appelés à travailler quotidiennement ensemble, vous êtes beaucoup plus appréciés, puisque vous êtes appréciés de 56% des Français dans ce dernier sondage. Donc autant dire que c'est une bonne nouvelle, puisque la science a encore un petit crédit auprès du grand public. Alors que fait notre association? Alors mon but n'est pas de vous présenter l'association, mais de vous présenter la façon dont les journalistes travaillent par rapport aux questions scientifiques et les rapports qu'on entretient ensemble avec la recherche, avec les chercheurs. Ce que nous faisons dans notre association, c'est une association qui a pour objectif déjà un objectif corporatiste, qui est de surveiller la façon dont notre métier se pratique, donc d'y réfléchir, d'ouvrir des ateliers de réflexion sur la pratique, de s'ouvrir aux nouvelles techniques. Je parlerai tout à l'heure par exemple de l'intelligence artificielle, il faut que nous suivions toutes ces évolutions. Et puis bien évidemment aussi d'ouvrir la recherche à ses membres, donc nous faisons très très régulièrement, même nous sommes extrêmement actifs, des rencontres, des 1 heure avec des chercheurs sur des thèmes très variés, des visites de laboratoire. D'ailleurs, n'hésitez pas, si parmi vous il y a des scientifiques qui souhaitent ouvrir leurs portes, nous sommes à l'écoute de toutes les opportunités. Dernièrement, il y a quelques jours, nous étions ainsi à Sainte-Anne, où nous avions une rencontre d'été, une assemblée générale d'été, et où les psychiatres ont ainsi eu l'opportunité de nous présenter leurs dernières recherches, qui sont, je vous le dis en passant, absolument bluffantes, puisque désormais la psychiatrie considère les maladies mentales comme une maladie biologique, et donc ça ouvre des perspectives immenses avec des résultats qui sont bluffants. Je vous le dis comme ça en passant. Nous organisons des voyages, notamment en région, mais pas qu'en région, aussi à l'étranger, pour faire découvrir tous les centres de recherche qui existent en France. Et nous réfléchissons donc à la façon dont nous exerçons notre métier. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est un peu comment on travaille, nous, les médias, puisqu'on est souvent pointé du doigt. On ne l'a pas trop été aujourd'hui, et je vous en remercie, parce qu'on nous reproche souvent la façon dont nous travaillons. On est pris par la vague des fake news, et nous en sommes les premières victimes nous-mêmes de cette vague des fake news. Alors, que sont les journalistes scientifiques d'information? Alors, tous ceux qui appartiennent à notre association sont des journalistes professionnels, pas tous encartés. La carte de presse n'est pas un critère de sélection pour nous, mais on travaille tous dans le domaine de la science et on travaille tous selon la méthode scientifique. Donc il y a une façon de travailler la science et nous en sommes parfaitement conscients et nous travaillons cet axe-là. Alors comment nous travaillons en rédaction ou en dehors? Nous menons des veilles, évidemment, auprès de toutes les publications que vous pouvez faire paraître. Nous sommes sectorisés. Il y a des journalistes spécialisés plutôt en astronomie, d'autres plus en climat, d'autres plus dans d'autres domaines. Et je dois dire que dans le domaine du climat, les journalistes scientifiques sont vraiment des pionniers, puisque ça fait quand même des années et des années que nous labourons ce terrain, que nous informons le grand public. Je parle là au nom de tous les journaux scientifiques, que ce soit Sciences et Vie, que ce soit même Sciences et Vie Junior, que ce soit Sciences et Avenir, que ce soit tous les médias qui sont sérieux et qui ont travaillé sur ces questions. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, qu'on fait des sujets sur ce thème-là. Valérie Masson-Delmotte est bien placée pour le savoir, puisque on a souvent eu l'occasion de l'interroger, notamment elle et puis d'autres. Donc c'est vraiment un thème qu'on a labouré. On l'a tellement labouré que je voulais dire cette anecdote qu'une des journalistes en France, dont je tairai le nom, mais qui est une des grandes spécialistes de ces thèmes-là, on a fait un burn-out tout à fait dernièrement, elle était obligée de s'arrêter, non pas parce qu'elle était fatiguée de le faire, mais elle était fatiguée de le faire dans le désert. Et de se rendre compte qu'en fait, elle se demandait si tout le travail qu'elle fait depuis 20 ans servait à quelque chose. Et donc il y a cette conscience aussi chez les journalistes, comme je l'ai entendu ce matin auprès de vous, de faire un travail de fond et de se demander aussi comment nous pouvons être entendus. Parce que vous dites que les médias sont une caisse de résonance, c'est très bien, mais nous-mêmes, les journalistes, nous demandons comment nous pouvons être cette caisse de résonance. Je ne vais pas vous faire un dessin de la situation actuelle de la presse, enfin plutôt si je vais vous le faire.
La presse est en crise, là, c'est pas un scoop, tout le monde le sait, mais aborde une crise qui est totalement inédite. Et les journaux scientifiques, il en existe encore, grâce au ciel, mais ils sont tous en perte de lectorat. Vous le savez, c'est pas un secret industriel que je suis en train de dire là. Et donc on se demande, nous les professionnels, comment on va pouvoir faire passer l'information, par quel canal. Alors évidemment, il y a des bonnes nouvelles comme la création de Epsilon, qui est ce nouveau magazine dont vous avez tous entendu parler, qui a été fondé par la rédaction de Science et Vie, qui voyait d'un très mauvais œil l'arrivée de Reward Media dans le rachat de Science et Vie, et qui ont décidé donc d'aller fonder ce magazine scientifique Epsilon, qui fonctionne bien, et qui a fonctionné sur un modèle nouveau, qui était celui de l'appel au fonds, crowdfunding, avec une demande de participation publique. Ça a bien marché. Ils vivent, ils survivent, ils font un travail tout à fait remarquable. Donc il y a une appétence pour ça, mais c'est quand même pas suffisant. Donc nous aussi, on se demande comment on va continuer à pouvoir faire passer l'information au grand public. Vous répondrez qu'il y a les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est le bon grain et c'est l'ivraie. Comment faire la distinction entre ce qui est valable et ce qui ne l'est pas? Ce sont des vraies questions qui agitent actuellement la profession, qui nous inquiètent énormément. Nous sommes, comme vous, dans des réflexions très profondes sur ces questions-là, et nous nous heurtons à beaucoup de modifications qui sont en train de rendre notre travail de plus en plus compliqué, et je vais vous en évoquer quelques-unes. Alors, quand on travaille avec les scientifiques, nous, on a une façon très, très classique de travailler. Donc, on fait cette fameuse veille, on regarde toutes les publications scientifiques des journaux qui sont avec des revues de pairs, hein, les fameuses grandes revues scientifiques, mais on est de plus en plus confrontés aux revues prédatrices, comme vous. Donc, il faut qu'on apprenne à faire la différence entre les uns et les autres. Et ça n'est pas simple de le faire, surtout auprès des jeunes générations, parce que nous avons aussi ce devoir, nous les anciennes générations, comme on le disait tout à l'heure, de former les nouvelles, qui ne sont pas formées comme nous l'avons été, qui sont des jeunes générations qui ont plus été formées aux techniques du web, et qui ont commencé leur carrière derrière un écran à faire du web, et c'est pas la même façon de travailler, c'est-à-dire qu'on leur a demandé beaucoup d'abattage. On leur a demandé de faire des papiers extrêmement rapidement. On leur a demandé de ne pas forcément vérifier toutes leurs sources. Ils sont parfois monosourcés. On ne leur a parfois pas appris la différence entre un communiqué de presse et une information. Donc tout ça, nous le faisons. Nous essayons de leur enseigner ça. Il y a bien 14 écoles de journalisme reconnues qui forment les jeunes journalistes, mais il y avait des sections spécifiques pour le média scientifique. Elles ont disparu. Désormais, c'est revenu dans un lot commun. Donc nous, on est un petit peu ennuyés de ce qui se passe dans les écoles de journalisme. On aimerait bien que la science soit un peu plus représentée. Donc ça, c'est un premier écueil, c'est de voir arriver une génération de journalistes qui n'est pas formée aux mêmes techniques que nous. C'est un premier point. Il y a également un deuxième point, et ça vous concerne également, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus confrontés en allant chercher l'information, parce qu'on va la chercher en prenant notre téléphone et en essayant de joindre les chercheurs sur les sujets qui nous concernent, notamment le climat évidemment. On est de plus en plus confrontés aux services de presse. Ça, c'est quelque chose dont il faut que vous soyez conscients, vous les chercheurs, c'est-à-dire que quand on essaye d'appeler des institutions, il est de plus en plus difficile de vous avoir en direct. Généralement, on a un barrage de plus en plus fort par les services de presse, soit que les chercheurs eux-mêmes, qui se sentent sans doute liés, ou à qui on a bien fait la leçon qu'il fallait passer par les services de presse parce qu'ils sont porteurs d'une voix officielle, et on nous renvoie sur les services de presse, où on nous bloque l'accès, et donc pour nous c'est assez difficile parfois d'aller vers vous. Et le plus grave aussi parfois, c'est que quand on réussit à aller vers vous, quand on n'a pas vos coordonnées directes, ou quand on n'a pas encore établi un lien privilégié, on est cornaqué, c'est-à-dire que dans les rendez-vous, il y a les services de presse qui sont là.
Et ça change la façon dont on travaille, parce que quand on est dans un B2B avec un chercheur, on peut parler et puis apprendre des choses, être dans une discussion de journaliste à scientifique. Et quand on a une troisième personne, un témoin, ça change tout. Ça change la confidentialité des échanges, et ça on le ressent dans la façon dont on travaille. Donc ça, nous, c'est quelque chose contre lequel nous alertons également. Nous disons aux institutions, arrêtez vos services de presse, laissez-nous accéder directement aux chercheurs pour avoir ce contact. Enfin, le métier de journaliste, c'est ça, c'est le contact. Votre métier, c'est le contact. Si vous voulez faire passer des informations, il faut avoir un contact également privilégié. Il y a aussi un nouveau problème, je ne veux pas être trop longue parce que j'aimerais bien qu'on laisse la place aux questions. Il y a un problème qui se greffe là-dessus, c'est l'intelligence artificielle. Alors nous, c'est une révolution dans nos métiers, dans les vôtres aussi, mais dans les nôtres, c'est un tsunami qui est en train de nous arriver et qui touche la science, puisque il y a des chercheurs comme, j'ai oublié son prénom, mais il s'appelle Cabanis, qui travaille à Toulouse, qui est un chercheur qui travaille sur l'intelligence artificielle et les publications scientifiques, et qui a été nommé en 2021 par la revue Nature comme l'un des 10 scientifiques qui comptent dans le monde, alors qu'il doit avoir une trentaine d'années, donc c'est très bien pour lui. Et il a montré que 3 publications sur 10 000 étaient actuellement générées par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est des publications qui ne veulent rien dire. C'est du copier-coller, du copier-transformer-coller. Lui a mis au point un logiciel pour essayer de repérer ces publications qui commencent à être de plus en plus importantes et qui nous arrivent à nous, et notamment on les repère parce qu'il y a ce qu'il appelle des mots tronqués, c'est-à-dire que par exemple, comme il faut transposer sans plagier, on change le sens de certains mots. Donc par exemple, le cancer du sein devient le péril de la poitrine. Donc quand vous voyez des mots comme ça dans une étude, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à une intelligence artificielle, mais tout ça commence à passer assez inaperçu. Et nous, qui sommes les récipiendaires de tout ça, il faut aussi qu'on apprenne à faire la différence. Donc on est confronté aux fake news, on est confronté à l'intelligence artificielle pour la création d'études. Nous-mêmes, nous sommes confrontés à l'intelligence artificielle dans la façon dont nous travaillons, puisque de plus en plus, notre façon de travailler fait appel à l'intelligence artificielle, notamment pour faire un tri dans les données. Ça va être très très utile pour faire ça, dans les données de santé, dans toutes les bases de données. Ça va nous faire gagner un temps précieux, mais ça c'est le bon côté de la médaille. Il y a donc le mauvais côté. Donc c'est tout ce travail-là que nous devons faire pour faire un travail de qualité. Côté science, on a vu, nous aussi on déplore, on l'a vu pendant le Covid, nous avons déploré le fait que certains experts autoproclamés se retrouvaient sur tous les plateaux. Mais pourquoi, comme on le disait tout à l'heure, je ne sais plus quel intervenant le disait, comme nous devons identifier des chercheurs dans les domaines qui sont les nôtres, et certains acceptent plus de parler que d'autres, certains parlent mieux que d'autres. Nous avons évidemment tendance à aller vers les mêmes. Et quand il y a des journalistes non spécialisés qui cherchent un spécialiste de l'environnement et qui n'est pas lui-même spécialisé en environnement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder ce qu'a fait son collègue de l'environnement, puis il va aller prendre le même spécialiste. C'est ce qu'on appelle entre nous les bons clients. Et parfois, il y a des bons clients qui sont des mauvais clients, qui sont des gens qui effectivement sont sortis de leur domaine de compétences. Mais quand vous êtes un journaliste télé, que vous n'y connaissez rien, et qu'en plus vous avez le culot, là je pense, excusez-moi, je vais nommer, quand vous avez Léa Salamé qui commence ses émissions, qu'elle invite des soi-disant scientifiques, et que sa première phrase est de dire « moi j'y connais rien à la science ». Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ceci ? Nous le déplorons, parce que quel est le journaliste économique qui se permettrait de dire à un interlocuteur « moi, j'y connais rien d'économie, vous allez m'expliquer comment ça marche ». Ou « moi, j'y connais rien en sport, donc vous allez m'expliquer comment ça marche ». On se permet en science, et les journalistes se permettent en science ce qui ne se permettrait pas dans d'autres domaines. Donc, nous luttons contre ça. Et l'association, la façon dont nous avons aussi de lutter contre ça, c'est de former les rédactions à la science et à la méthode scientifique. Nous sommes, en tout cas l'AJSPI, nous formons par exemple en ce moment toute la rédaction de Radio France, la rédaction interne, aux méthodes scientifiques, pour leur expliquer comment on lit une étude,
C'est quoi un premier auteur par rapport à un dernier auteur? Qu'est-ce qu'il faut statistiquement, comment on lit une étude pour effectivement éviter la météo dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, ça s'apprend, hein, ça ne s'invente pas. Donc nous formons les journalistes, nous avons des modules, donc Radio France s'est ouvert à ça, nous formons d'autres personnes. On parlait tout à l'heure du média training. Est-ce que c'est intéressant de faire du média training? Moi, je suis assez partagée sur la question parce que il ne faudrait pas non plus que les scientifiques soient formés à des techniques et que ça leur fasse perdre leur spécificité. Il ne faut pas que les scientifiques deviennent des communicants. C'est pas le but. Sinon, ça va faire une langue de bois. Donc, c'est un sujet assez complexe. La façon aussi dont nous travaillons le rapport entre les scientifiques et les journalistes, nous avons mis en place des bourses depuis maintenant une dizaine d'années, une bourse d'échange qui s'appelle bourse d'échange des journalistes-chercheurs, qui pourrait être une sorte de vie ma vie, c'est-à-dire que toutes les années, nous échangeons une dizaine de chercheurs de laboratoire avec une dizaine de journalistes dans des rédactions, et chacun va vivre la vie de l'autre et s'apercevoir comme ça des besoins spécifiques des uns ou des autres. D'ailleurs, tout le monde peut postuler. Vous-même, les chercheurs ici, vous pouvez postuler à cette bourse et dire, moi, mon laboratoire, je voudrais bien aller au Monde, par exemple, qui est une rédaction qui s'ouvre, qui participe à cette bourse de la JSPI, et donc passer une semaine à la rédaction du Monde, pendant qu'un journaliste du Monde, un Larousserie ou un autre, va passer une semaine dans un laboratoire. Voilà, je ne voudrais pas être plus longue, je veux simplement, pour conclure, dire des notes d'espoir. Il y a des nouvelles façons que nous avons désormais aussi de travailler ensemble qui commencent à poindre. Vous avez par exemple un média qui s'appelle The Conversation, que peut-être vous connaissez tous, qui est un modèle qui fonctionne très bien, hein, qui a trouvé son modèle économique, où des journalistes et des chercheurs travaillent ensemble. Le chercheur a donné son expertise, le journaliste a la mettre en forme, et donc tout ça est d'accès gratuit sur Internet, avec des sujets vraiment très très intéressants. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir ça. Vous avez également qui commence à prendre beaucoup d'importance, ce qu'on appelle les enquêtes transborder, qui sont en particulier sur les enquêtes scientifiques. À la JSPI, nous venons de récompenser Stéphane Aurel du Monde pour sa énorme enquête transborder. Transborder, en bon français, ça veut dire transfrontalier. Il y avait 12 pays et 16 médias impliqués pour une enquête sur les PFAS, qui sont ces polluants éternels. Stéphane Aurel et son équipe ont pu dresser une carte des polluants en Europe. Et donc ça fait appel à tout un tas de qualités, de data journalistes, de scientifiques. Et ils ont travaillé main dans la main avec les scientifiques pour faire cette enquête. Main dans la main, ça ne veut pas dire que, par exemple, les scientifiques ont relu les papiers, parce qu'il faut que chacun garde son indépendance. Mais les scientifiques ont validé les techniques d'investigation, les scientifiques ont donné leur aval sur un certain nombre de pratiques, et c'est comme ça qu'on travaille bien. Il ne s'agit pas que le scientifique devienne un journaliste et inversement. Et enfin, je conclurai en disant qu'on a les mêmes enjeux, on a les mêmes buts, c'est de donner une science de qualité au grand public, de faire en sorte qu'ils ne confondent pas les chaînes d'infos en continu qui font un travail qui n'est pas toujours, je parle là de science, qui n'est pas toujours très étayé, et puis tous ces journaux qui font un vrai travail de fond, mais qui malheureusement perdent leurs lecteurs. Moi, je veux croire qu'on a, et nous travaillons, nous, la JSPI, à ça, nous avons un combat à mener pour que ce journalisme de qualité perdure et que la science reste un sujet vraiment important. Je vous donne un dernier exemple. Nous avons fait une tribune et nous avons fédéré autour de nous 9 autres grosses associations de journalistes ayant un rapport avec la science, comme les journalistes de la nature et de l'écologie ou les journalistes de l'aérospatiale. Nous avons fait une tribune commune que nous avons publiée dans Libération pour alerter contre France Télévisions, qui est en train de supprimer un certain nombre d'émissions de science, Vert de rage par exemple, le journal de la santé par exemple, qui a été menacé d'être supprimé. Nous avons protesté contre ces suppressions en disant que c'est pas aujourd'hui qu'il faut supprimer la science, bien au contraire, là, on n'a jamais eu autant besoin du décryptage de la science. Nous avons été entendus puisque le patron de France Télévisions a rétabli le magazine de la santé
à l'issue de notre tribune, et je dois rencontrer le patron de France Télévisions, le bras droit de Delphine Ernotte, la semaine prochaine. Donc nous menons également un combat pour la science et pour sa présence dans nos titres. Voilà, je vous remercie. Je ne veux pas dissimuler le plaisir que j'ai eu d'entendre Caroline Châtelain, puisque je suis un très ancien abonné à Sciences et Avenir depuis ma jeunesse. Et c'est là que j'ai appris énormément de choses dans ma culture scientifique. Le premier auteur dont je me rappelle s'appelait Albert Ducrot. Je ne sais pas si c'est un nom qui dit quelque chose à certains d'entre vous. Voilà. Alors, comme dans les tables rondes précédentes, on va passer à l'autre présentation de Michel Badré. On passe à la présentation de Michel Badré et puis les questions viendront ensuite. Alors, Michel Badré, c'est à vous. Merci. Et merci beaucoup de m'avoir invité à cette journée. Je voudrais d'abord dire de quoi je vais vous parler et puis d'où je parle pour respecter le conseil donné ce matin par Mathias Girel. Donc de quoi je vous parle, c'est écrit sur le programme, c'est du lien de confiance entre le public et la communauté scientifique, mais je le ferai délibérément à partir d'une approche complètement empirique, pas du tout académique, donc à partir de 4 exemples concrets dans lesquels il se trouve que j'ai été impliqué personnellement, donc j'ai aussi un rôle d'acteur là-dedans, ce qui suffit à enlever une bonne part d'objectivité, mais en même temps ça donne peut-être un peu plus de vécu. Donc ces 4 expériences, c'est 2 débats publics, celui sur les réacteurs nucléaires de l'an dernier qui a été cité, mais un autre 4 ans avant sur le plan de gestion des déchets radioactifs, et puis une autre opération qui était la mission de médiation qui a eu lieu en 2017 et qui a mis fin, pour parler un peu crûment, au projet de Notre-Dame-des-Landes. J'étais l'un des membres de cette mission. Et puis la 4e opération qui a été citée aussi, c'est le comité d'éthique commun à INRAE, IFREMER, IRD et CIRAD, qui a produit un avis dont je parlerai tout à l'heure, qui a pas mal de liens avec celui qui a été présenté ce matin. Donc, je vous parlerai de la confiance entre le public et la communauté scientifique. D'où je parle, j'ai eu une présentation magnifique qui a été faite. Je vous signale qu'il y a une erreur dedans qui vient de la fiche Wikipédia. Je ne sais pas qui l'a inventée, mais je n'ai jamais été chercheur. J'ai toujours été ingénieur. En revanche, le reste est vrai. J'ai choisi un peu, parce que c'était dans mon patrimoine génétique, de travailler dans le secteur environnemental dès le début. Et j'y ai passé 40 ans. J'ai jamais bifurqué, et puis après la retraite, ça a continué. Mais je pensais ce matin, quelqu'un en posant une question a cité le dernier bouquin de Marc-André Sellos, que je vous recommande vivement. C'est vraiment un très bon livre qui s'appelle Nature et préjugés. Et il cite dans ce livre l'histoire de la Reine Rouge de Lewis Carroll, où la Reine Rouge pédale à toute vitesse sur son tapis roulant. Et la question est de savoir si le paysage qui est autour avance plus vite ou moins vite, ou pas du tout, autour de ce tapis roulant. Et moi, je pensais en écoutant ça ce matin et en ayant lu ce livre qu'en ayant l'impression d'avoir un métier tout à fait continu pendant 40 ans, et puis des activités de retraités qui sont encore en continuité avec ça, que la seule chose qui a complètement changé, c'est le paysage autour, qui n'a vraiment plus rien à voir, et c'est normal, mais il a avancé, la science écologique s'est complètement bouleversée, les questions posées, on n'a pas arrêté d'en parler, par le changement climatique et tout le reste, on n'existait pas il y a 40 ou 50 ans, et maintenant on ne parle que de ça, à juste titre. Donc tout ça est bouleversé, et le fait de parler depuis le tapis roulant sur ce qui se passe autour, moi j'ai pris conscience peu à peu qu'on ne pouvait pas ne pas faire ça. Et c'est de ça que je vais essayer de vous parler un peu dans la suite. Juste une précaution de vocabulaire qui s'impose sans doute pas, je pense que vous l'avez tous en tête. Je vous ai dit tout au début qu'il s'agissait du lien de confiance entre le public et la communauté scientifique. Vous savez tous que les 2 articles définis, le et la, sont aussi inadaptés l'un que l'autre. Le public est complètement hétérogène, il y a de tout dedans et c'est comme ça, mais c'est important pour la façon dont on s'adresse à lui et dont on communique avec lui. Pour la communauté scientifique, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, je pense que vous le savez mieux que moi.
Alors, je voudrais développer plus précisément trois points. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la confiance? C'est quoi la confiance? La confiance du public envers des décisions qui sont prises ou qu'il faut prendre, sur quoi ça porte et quelle est la place de la parole scientifique là-dedans. C'est le premier point que je voudrais évoquer. Donc ça, c'est plutôt vu depuis le public, qu'est-ce qu'il attend pour avoir confiance. Ensuite, la même question vue depuis la communauté scientifique, qu'est-ce qu'elle dit du sujet? Et troisième point, quels sont les liens entre la recherche et l'expertise? Ça a été évoqué plusieurs fois depuis ce matin, et je reprendrai ce qu'a dit François Héran dans la première minute de son intervention tout au début de la matinée, en disant que tout ça, ça se situait dans une relation triangulaire entre le pouvoir politique, avec là-dedans le gouvernement, le Parlement, les élus, enfin tout un tas de monde, mais disons les décideurs, pour faire simple. Ensuite, un pôle que j'appellerais le pôle expertise, dans lequel il y a la communauté scientifique, les experts, les sachants d'un sujet. Et puis le public, les publics, comme je disais à l'instant, qui constituent le troisième pôle. Comment est-ce que tout ce monde-là discute? Comment fonctionne ce triangle? Ce qui n'est pas forcément totalement évident. Alors je reprends donc le premier point, la confiance du public, et là, pour respecter ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aspect expérimental, je voudrais vous citer quelque chose qui s'est passé pendant le débat public sur le plan de gestion des déchets nucléaires en 2019. Moi, je faisais partie de l'équipe qui était chargée d'organiser ce débat, et un de nos collègues de cette équipe, un jour, nous a dit « Je viens de me livrer un exercice, j'ai pris le verbatim d'une des séances, celle qui s'était tenue à Strasbourg quelques jours avant, et il m'a semblé que les gens parlaient souvent de confiance, donc j'ai fait le test en prenant mon ordinateur, j'ai mis le mot confiance, et j'ai cherché combien de fois il apparaissait. Verbatim d'une séance de 2 heures, le mot confiance apparaissait 84 fois. Je n'invente rien, c'est le chiffre qui sortait. Donc on s'est dit qu'il y avait un sujet, et du coup on a monté une séance spécifique là-dessus, en disant si tout le monde en parle, alors tout le monde en parle différemment, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et on a organisé une table ronde, pas plus ronde qu'elles ne le sont jamais dans ces cas-là, mais avec 5 personnes qui étaient un sociologue, un ingénieur philosophe, un ingénieur qui avait ripé philosophe en cours de route, si je peux dire, une spécialiste du dialogue avec la société, une juriste du Conseil d'État et celui qui avait animé le premier débat public sur les déchets nucléaires en 2006. Tout ce monde-là a discuté ensemble, ça a été extrêmement intéressant. Si ça vous intéresse, l'enregistrement complet de la séance est encore accessible sur le site de la CNDP, ça dure 2h30, mais il y a beaucoup de choses dedans. Et la première chose qui est, sur laquelle ils se sont tous très vite mis d'accord, c'est de dire que c'était normal et plutôt sain que le public n'ait pas confiance. C'est qu'il ne fallait pas dire, mais c'est pas bien, il n'a pas confiance. C'est normal que dans une démocratie, sur un sujet compliqué, les gens commencent par dire qu'ils n'ont pas confiance. C'est une réaction assez saine. Une fois qu'on a dit ça, ils se sont aussi assez vite mis d'accord sur le point suivant, qui était que dire, puisque le public n'a pas confiance, on va faire ce qu'il faut pour rétablir la confiance, que c'est une mauvaise démarche, que la confiance, ça ne se fabrique pas comme ça, parce que si on rentre là-dedans, on est dans une démarche dissymétrique. Moi qui sais, je vais vous expliquer que vous n'avez pas confiance parce que vous n'êtes pas tout à fait au niveau, mais quand je vous aurai bien expliqué, ça ira mieux. Donc il y a ceux qui sont en haut et puis ceux qui sont en bas, et ça, c'est pas terrible. Et alors, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi à la place? Et ce qui a été dit dans cette table ronde, c'était que ce qu'on pouvait faire à la place, c'est un processus de décision qui soit légitime, dans lequel tout le monde se retrouve. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord avec la décision prise, mais que les gens comprennent que le mode de discussion est correct, ou que ça se passe conformément à ce que l'un de ceux qui a écrit, je trouve, les choses les plus intéressantes sur ce genre de sujet, sur la participation du public, qui est le philosophe allemand Habermas, qui dit avec une formule un peu jargonnante, mais en même temps très profonde, que
pour arriver à des décisions acceptables en raison. C'est pas mettre la barre extrêmement haut, mais c'est bien, c'est modeste, qu'il faut d'une part avoir une participation inclusive, il faut que tous les publics aient l'impression qu'ils ont pu participer s'ils le voulaient, pas seulement qu'ils en aient l'impression, qu'en plus ce soit vrai, et qu'il y ait une délibération discursive, c'est-à-dire quelque chose dans quoi tous les arguments sont mis sur la table, sont exposés, on ne reste pas à la surface des choses, il faut arriver à faire tout ça. Donc le processus légitime, il suppose par ailleurs toute une série de conditions dont bon nombre ont été évoquées ce matin dans l'exposé de Mathias Girel à propos de la valeur de la parole scientifique dans ce genre d'élaboration, des questions de transparence, de rigueur, de déontologie, d'absence de conflit d'intérêts, tout ça, ça joue. Si le débat est complètement pollué par des imperfections de toutes sortes sur ces différents points, on est à peu près sûr que le résultat ne sera pas légitime. Et dans nos 5 intervenants, ils mettaient sans arrêt en balance l'aspect confiance et l'aspect légitimité, en disant ce qui est important, c'est la légitimité. Enfin, dernier point toujours sur ce sujet, c'est que tout ça prend du temps. Et que souvent c'est ça qui pose problème parce qu'on croit, à tort ou à raison, je reviendrai sur un exemple dans quelques minutes, qui montre que souvent quand on dit que les choses sont très urgentes, ça n'empêche pas qu'elles mettent plusieurs décennies à avancer. Donc il ne faut pas trop se tromper sur qu'est-ce qui est urgent, pourquoi faut-il décider très vite, sur quoi portent les décisions, ce genre de choses est à intégrer. Mais la question de la gestion du temps, de l'agencement du temps, comme l'avait dit l'un de nos 5 intervenants, est un sujet complètement essentiel. Et avec une autre conséquence, c'est quand on parle de la participation du public, c'est pas un processus de décision qui dure 2 ans, et là-dedans il y a un créneau de 3 mois ou d'1 mois avant l'enquête publique qu'on va consacrer à la participation du public. Ceci n'est pas une bonne démarche. La bonne démarche, c'est que la participation du public, c'est en continu. Ça commence tout au début et ça se termine tout à la fin. Et que dès qu'on essaye de cantonner ça à un créneau précis, d'abord le créneau n'est jamais au bon endroit, et puis il n'est jamais assez long, ou il tombe jamais bien. Donc c'est d'avance difficile. Donc voilà pour ce premier sujet sur la confiance. Le deuxième, la question vue par la demande des scientifiques. Et là, je vous redis, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure précisément, que le comité d'éthique commun INRAE, IFREMER, IRD, CIRAD, à peu près en même temps que le COMETS, comité d'éthique du CNRS, dont l'avis a été présenté ce matin par Mathias Girel, a fait un avis presque sur le même sujet. Alors on s'est très vite rendu compte, rassurez-vous, bien que les gens aiment bien travailler de façon cloisonnée, on s'est très vite rendu compte qu'on travaillait tous les deux sur le même sujet et on a échangé. Donc de ce côté-là, il n'y a eu aucune difficulté. Mais ce qui avait de particulier dans notre avis à nous, c'est qu'il est vraiment venu d'une forte demande des chercheurs eux-mêmes et des chercheuses à l'occasion d'un séminaire qu'on avait fait sur un sujet qui était, on a fait une journée éthique et recherche en souvenir d'Axel Kahn, qui était le président précédent de ce comité d'éthique et qui nous avait tous beaucoup marqués. C'était quelqu'un qui avait une réflexion extraordinairement profonde. Donc on a fait une journée en sa mémoire, et puis au lieu de se contenter de faire des discours élogieux, ce qu'on avait tous très envie de faire, on a fait un peu plus, qui était de faire réfléchir les gens sur éthique et recherche. Et on a été vraiment tous frappés par une pression extrêmement forte des participants, qui étaient des chercheurs et chercheuses des 4 organismes, qui nous disaient « mais nous on a un sujet, on veut que vous produisiez un avis ». Alors je vous cite tout de suite la forme finale qu'il a, parce qu'il n'a pas eu tout de suite cette expression, on a un peu discuté pour le mettre en forme, mais l'avis final, c'est quels sont les droits et les devoirs des scientifiques et de leurs institutions. Là aussi, le fait qu'il y ait les deux renvoie à des choses qui ont été dites, notamment dans la séquence précédente, face à l'urgence environnementale.
Je ne vais pas vous redire. Alors, la vie est accessible. Si vous tapez éthique en commun sur votre moteur de recherche préféré, vous tombez sur le site de notre comité d'éthique et la vie est très facilement accessible. Je ne le reprends pas en détail parce qu'il y a beaucoup de points communs avec ce qu'a dit Mathias Girel ce matin et donc je ne reprends pas. Je reprends juste, j'ai du coup coupé dans ce que j'avais prévu de vous dire, mais je reprends juste un ou deux points où soit on en a dit, on l'a dit un peu différemment, ou on en a dit un peu autre chose. Si on a dit autre chose, c'est que nos 4 organismes, contrairement au CNRS, sont des organismes à mission qui sont très orientés sur des domaines beaucoup plus précis que le CNRS, ces domaines ayant tous en commun d'être à l'interface entre la préservation de la biosphère et la satisfaction des besoins de la société, que ce soit les besoins alimentaires, énergétiques, etc. Et donc ça nous a conduit à creuser un peu certains sujets. Un premier point sur lequel on a dit la même chose que le COMETS, c'est que le sujet, parler de neutralité, c'est facile, simple, rapide, mais ça répond pas du tout à la question. Aucun chercheur, pas plus qu'aucun expert, pas plus qu'aucun fonctionnaire, pas plus qu'aucun politique n'est jamais neutre parce qu'il a toujours une expérience, un passé, des réseaux de relations, des liens d'intérêt, ça existe. C'est pas punissable en soi, mais encore faut-il les connaître. Donc la neutralité, c'est de toute façon un mot qui ne recouvre pas beaucoup de réalité, mais une fois qu'on a dit ça, il faut toujours aller plus loin. Et ce qu'on a développé dans cet avis et puis dans un autre qu'on a fait tout de suite après sur l'exploration des grands fonds marins et qui nous a amené à creuser aussi un peu plus un ou deux sujets. Le premier, c'est de dire, dès qu'on parle de neutralité, il faut mettre derrière les intérêts de recherche. Pourquoi est-ce qu'on cherche ? Quels sont les enjeux, pourquoi on a décidé d'aller chercher sur les grands fonds marins ou pourquoi est-ce qu'on décide de ne pas le faire. Et le fait de creuser cette question permet souvent de favoriser des réflexions utiles. Deuxième question, est-ce qu'il faut vraiment chercher, ça a déjà été évoqué dans l'une des interventions précédentes, est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels il faut dire non, ça a été dit à propos de la géo-ingénierie, je crois, tout à l'heure, non, il n'y a pas de lieu d'aller chercher dans ce domaine, mais à chaque fois ça pose des questions, si nous on ne le fait pas, il y en a d'autres qui vont le faire, donc comment on va se positionner par rapport aux autres, tout ça n'est pas si évident. Un point qui a été évoqué, mais que nous, on a traité plus en détail parce qu'il y avait un précédent, c'est celui du cadrage de l'expression des chercheurs. Il se trouve que l'INRAE maintenant, a produit une charte de l'expression publique des chercheurs qui a fait l'objet de beaucoup de débats en interne. Les chercheurs ont été un peu inquiets en disant « mais vous voulez nous dire ce qu'on a le droit de dire ou pas ?» Enfin, vous imaginez tout de suite les questions que ça pose, qui sont des vraies questions. Et donc, le fait de dire comment on se positionne par rapport à ça, nous, on a eu une position assez prudente en disant « c'est pas sûr que ce soit la bonne méthode, ça ». En revanche, et là on rejoint complètement ce qui a été évoqué ce matin, le fait de toujours dire d'où on parle, ça c'est, avec les détails qui ont été donnés ce matin, c'est fondamental. Et le dernier élément qu'on a mis dans notre avis, qui n'est pas dans celui du COMETS, qui tient à ce que dans notre comité, on a 7 étrangers et 7 Français. Et parmi les étrangers, il y a un Malien qui n'arrêtait pas de nous dire, et c'était vraiment bien, moi j'étais toujours très reconnaissant qu'ils nous le disent, qu'on a un peu tendance à penser comme les citoyens d'Europe occidentale que nous sommes, et que dans le monde, il y a d'autres gens qui peuvent penser différemment, y compris sur des questions comme celle-là, et qu'il ne faut pas les oublier, que ça intervient dans nos réflexions. Alors j'en viens à ma troisième partie sur les liens dans le triangle politique, expertise, public. Et là, je le ferai uniquement par 3 exemples. Un simple, plutôt réussi, facile. Un complètement raté. Mais quand un exemple est complètement raté, c'est instructif souvent. Et puis un qui montre pourquoi c'est difficile et complexe. Celui qui est simple, il vient de la médiation Notre-Dame-des-Landes. On avait une foultitude de questions auxquelles on cherchait des réponses. Et l'une des questions, c'était
peut-on augmenter les trafics de l'aéroport actuel de Nantes, ce qui permettrait de ne pas faire le projet tel qu'il est prévu, sans que ça mette en cause définitivement une réserve ornithologique particulièrement renommée au niveau international, qui est le lac de Grandlieu, pour ceux qui connaissent le site. Donc dit comme ça, c'est une question, vous qui êtes peut-être pas du tout familier avec ce secteur, vous dites ça, il suffit de dire que ça va troubler les oiseaux. Pour des experts naturalistes, ça soulève plein de questions de biologie des populations, de leur évolution, de leur réaction face à des impacts externes, etc. On a fait appel au Muséum national d'histoire naturelle qui nous a dit « Ah oui, nous on sait faire ça, on a des chercheurs qui savent ». On a passé une commande bien précise en disant « La question c'est ça, est-ce que l'augmentation des trafics aura des impacts sur la réserve? Si oui, lesquels? Expliquez-nous ça ». Le muséum nous a désigné un chercheur, il avait une période très courte, donc il ne s'agissait pas de produire des nouvelles connaissances, mais il a fait une revue bibliographique de tout ce qui avait été produit dans le monde sur le sujet. Il a produit un truc extrêmement solide, dont la réponse était « il n'y a pas de sujet, on peut augmenter les trafics, ça va très bien ». Il y a une foultitude de précédents qui ont été faits dans des situations semblables et qui ont démontré que ce n'était pas gênant. On a publié tout ça et la question s'est arrêtée. Enfin, plus personne ne l'a posée. Le problème a été résolu. Donc là, on était vraiment sur la question archi simple. Et ça marche, on est tout content, on a mis en rapport un travail de chercheur, une question publique, on a fini, on est content. Deuxième exemple, contre-exemple, mais qui vient aussi de Notre-Dame-des-Landes, on s'était dit aussi, toujours dans la liste de questions qu'on avait, il y en avait une qui était de dire si le projet est abandonné, ce qui a finalement été le cas. Il y a un espace de 1500 hectares, ce qui n'est pas tout à fait rien, qui est gelé depuis 20 ans, qui est occupé par des zadistes, des agriculteurs historiques, des néo-ruraux, un tas de gens qui se sont implantés là. Si le projet est abandonné, qu'est-ce que va devenir ce terrain? Quelle perspective on peut dessiner sur l'avenir de ce terrain? Moi, je m'étais dit, parce que je travaillais déjà un peu avec eux, qu'il y avait un organisme, une institution qui était tout à fait apte à répondre à cette question, qui était l'INRA à l'époque. Parce que dès qu'on décortiquait le sujet, il y a des questions d'agronomie, il y a des questions d'économie, il y a des questions de sociologie, il y a des questions d'hydrologie, parce qu'il y avait un problème de qualité des eaux qui était majeur, etc., etc. Et l'INRA a tout ça dans ses effectifs. Donc on a organisé une séance de travail avec eux qui a duré toute la journée et à l'issue de laquelle ils nous ont dit qu'ils trouvaient que c'était extrêmement intéressant tout ce qu'on disait, toutes les questions qu'on posait, mais qu'ils ne pouvaient pas faire. J'ai été très frustré pour ma part, mais on a rediscuté avec eux et je dois dire que j'ai compris pourquoi ils disaient ça, mais je trouve que ça illustre assez bien une difficulté de ce contact entre sujets posés par la société et questions de recherche. C'est que d'abord on leur disait on voudrait avoir votre réponse dans 2 mois, parce que nous on avait une échéance extrêmement stricte et eux nous ont dit écoutez, votre truc c'est vachement compliqué parce que nous il faut qu'on fasse des modélisations, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on trouve plein de trucs. En 2 mois, on ne sait pas bien faire. Ensuite, ils nous ont dit il faut qu'on fasse travailler ensemble plusieurs équipes. Ça se fait pas comme ça en claquant dans les doigts. Donc, si vous nous donnez le temps, on va le faire. Si vous nous donnez pas le temps, on ne veut pas. Ensuite, ils nous ont dit, et ça rejoint des choses qui ont été dites ce matin, il y a un problème de risque de réputation et de risque individuel. Ça a été dit précisément. Il y a un chercheur qui nous a dit tout à fait explicitement « Moi, j'ai une conjointe qui travaille, j'ai des enfants qui vont à l'école. J'ai pas du tout envie que, selon le résultat de notre étude qui sera publiée, mes enfants aient des problèmes à l'école et que ma conjointe perde son boulot. » Et c'était pas du tout du rêve. Hein. Nous, on a fonctionné pendant 6 mois dans cette mission et quand on voyait les torrents de haine qui se déversaient dans des réunions, on comprenait assez vite que des gens qui, eux, étaient destinés à rester là, alors que nous, une fois que la mission était finie, on est parti. Donc on s'est fait aussi un peu insulter, mais c'était pas grave, après on s'en va, c'est fini. Quelqu'un qui vit sur place, c'est autre chose. Donc moi, je ne peux pas critiquer ceux qui disent ça. Donc tout ça pour dire que dans ce cas-là, ça n'a pas marché. J'en viens au
dernier exemple, puis après je m'arrêterai, qui est sans doute celui qui illustre le mieux la complexité du sujet, c'est celui du stockage des déchets à haute activité vie longue. Donc on a abordé aussi dans notre débat public de 2019, et dans lequel tout le monde a dit depuis longtemps qu'il y avait en gros deux solutions, une option, on les enterre à 500 mètres de profondeur dans un endroit qui peut être à Bure dans la Meuse. Une autre solution, on attend, on les garde en surface en sauvegardant ça soigneusement, et on espère que l'on travaille sur la recherche pour trouver des solutions pour les traiter. Comment se pose ce sujet? Comment s'établit le processus de décision pour ne pas couper une des deux options et se retrouver automatiquement dans la deuxième? On a construit pendant le débat et puis surtout pendant des travaux qui ont eu lieu après, un processus de décision qui permet de ne s'interdire aucune des deux options. Mais là, on revient bien dans le processus légitime dont je vous parlais tout au début. Il y a plein de conditions. Une condition de délai. Le processus de décision, c'est 40 ans. C'est 40 ans. Donc si quelqu'un nous dit « je veux que la décision soit prise dans 6 mois », on lui dit « on est désolé, ça on ne sait pas faire ». Ensuite, il faut que sur les recherches engagées, que des organismes neutres puissent dire « oui, vous avez bien creusé tous les sujets » et que ça ne soit pas un faux nez où on dit « je fais semblant de faire des recherches, mais en réalité je sais très bien que cette solution, je ne la retiendrai pas ». Et ce risque, il existe. Donc il faut avoir un regard suffisamment neutre et distancié pour dire « oui, ils ont vraiment creusé » ou bien non, ils n'ont pas creusé. Il y a une commission nationale d'évaluation des recherches sur le sujet qui est en place, et il y a un haut comité pour la transparence sur la sûreté nucléaire qui est en place aussi. Tout ça, ça fait très jargonnant, mais je crois que c'est pas idiot du tout sur des systèmes très conflictuels comme ceux-là d'avoir vraiment des garanties externes, qu'on n'est pas en train de coller des faux nez pour dire oui, on a fait ce qu'il fallait, dormez tranquille, bonnes gens. Je reviens à la confiance que je citais tout à l'heure. Je termine tout ça en faisant le lien avec un point qui a été évoqué par un des intervenants ce matin, ou en début d'après-midi, je sais non, ce matin, et vous, à propos de Charpak et de la main à la pâte. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé depuis que j'ai trempé dans ces débats, ça a été dit par plusieurs, mais je le redis aussi parce que j'ai des petits-enfants qui sont à l'âge du collège et du lycée, le fait de faire à cet âge-là non seulement des opérations qui permettent de comprendre ce que c'est que la culture scientifique, mais de comprendre ce que c'est que le débat. Comment est-ce qu'on discute d'un sujet sur lequel on n'est pas tous du même avis? Comment est-ce qu'on développe des arguments? Je crois que ça s'apprend bien à 13 ou 14 ans, mieux qu'en regardant les réseaux sociaux, en étant devant ces écrans, comme mes petits-enfants sont un peu trop souvent à mon goût, mais le fait de les sortir et de dire on pourrait faire autre chose, et je crois que c'est à cet âge-là que ça s'apprend. Et là-dessus, il y a vraiment un gros travail à faire. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je m'arrêterai là. Je crois qu'on peut effectivement remercier nos deux intervenants sur les éclairages qu'ils ont pu apporter. Je voudrais dire que moi aussi j'ai des petits-enfants, et par rapport à la presse scientifique, j'ai une petite fille qui est abonnée à quelque chose qui s'appelle Science et Vie Junior, et qui est remarquable d'humour et en même temps de sérieux. Et donc, je ne fais pas de la publicité ici, mais pour dire qu'effectivement, il y a des publications qui peuvent être intéressantes pour les jeunes. Alors voilà, on va passer à une série de questions. Merci beaucoup. Vous allez commencer, madame, par évoquer le fameux sondage sur la confiance. Je pense que c'est le baromètre de la confiance du CEVIPOF, c'est ça? Nous, c'était un autre sondage. Un autre sondage. Oui. Est-ce qu'il existe un baromètre de la confiance du CEVIPOF qui existe depuis très longtemps et qui pose la question, avez-vous confiance, avec une réponse graduée dans une quinzaine d'institutions? Alors, c'est vrai que les journalistes arrivent souvent dans le bas du classement. C'est souvent les partis politiques qui sont les derniers. Oui, ils sont derrière nous. Et vous êtes les avant-derniers. Donc Là, on est les antépénultièmes. Voilà, j'ai oublié qui sont les derniers. Mais... Et alors en tête, la police, l'armée, etc., attirent beaucoup plus de confiance. Bon...
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une certaine année, ils ont introduit dans ces questions, est-ce qu'on a confiance dans les chiffres, dans les statistiques de la délinquance, de l'immigration, l'indice des prix, etc., etc. Et là encore, à 70% à peu près, quel que soit le sujet, la délinquance, l'immigration, l'indice des prix, etc., 70% des Français n'ont pas confiance dans les chiffres officiels. Mais lorsqu'on dit statistiques publiques au lieu de chiffres officiels, tout de suite ça s'améliore, parce que officiel ça veut dire manipulé, et public ça veut dire commun. Donc il y a déjà, donc les mots sont importants. Mais moi qui ai passé ma vie dans les enquêtes, je peux vous dire que poser ce genre de questions, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que quand on... voilà, que pensez-vous de la justice? Ben oui, mais est-ce que vous avez eu affaire à la justice dans votre vie? Qui, comment? Que pensez-vous de l'école? Est-ce qu'on a encore des enfants scolarisés ou pas, etc. Donc, il y a une très grande différence entre ces enquêtes qui posent des questions très générales sur une institution globale comme ça, et les enquêtes circonstanciées qui demandent, bon, mais vous, et qui posent des questions uniquement aux gens qui sont directement concernés. L'école où se trouvent vos enfants, les médias que vous fréquentez, et là, les indices de confiance sont tout de suite beaucoup plus hauts. Donc en fait, il faut... Et c'est la même chose, moi je connais bien le cas des enquêtes sur l'immigration, entre la CNCDH qui pose des questions extrêmement circonstanciées et des sondages vite fait, bien faits qui posent des questions très générales, il y a un abîme. Donc je pense que la confiance dans les médias est quand même beaucoup plus élevée que vous ne le pensez, et que ce sont les enquêtes qu'il faut mettre en cause beaucoup plus que les objets de ces enquêtes. Je vous remercie. N'empêche que l'expérience montre même, enfin, moi qui ai un certain nombre d'années maintenant d'exercice, puisque ça fait 40 ans que je fais ce métier, dans les dîners en ville, on se rend bien compte que quand on est journaliste, on est de plus en plus pris à partie. C'est assez pénible d'ailleurs. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, si on pose des questions très circonstanciées, évidemment, les chiffres remontent. Mais globalement, c'est une profession extrêmement décriée, et nous en sommes évidemment les premiers maris. Oui. Daniel. Bon, je ne sais pas si les journalistes sont les seules victimes de ce genre de choses vis-à-vis du public, mais c'est vrai que souvent les scientifiques ont tendance à venir avec des réponses, alors que le plus intéressant, sont en général les questions. Je me souviens quand je m'adressais à des élèves, je voyais l'institutrice ou la maîtresse arriver en disant « ne posez pas des questions idiotes ». Bon, je prenais le contre-pied en disant « non, c'est intéressant, les questions idiotes, ça n'existe pas ». Alors je donnais moi-même des questions de ce genre. Pourquoi les poissons ne sont pas solubles dans l'eau? Pourquoi il n'y a pas d'êtres vivants à roue, par exemple? Les chenilles, il n'y a pas de roue. Et finalement, on s'apercevait qu'après, on pouvait élaborer. Vous avez, écoutez, effectivement, il faudrait peut-être... ce que vous n'avez pas distingué, je crois, c'est le journalisme d'investigation et la simple interview. La plupart du temps, les scientifiques voient arriver un journaliste qui fait une interview. Bon. Alors, les choses ont beaucoup changé, parce que je me souviens, il y a 30 ou 40 ans, on pouvait pas, on avait du mal à communiquer, les articles devaient être publiés évidemment quelques heures après, donc on ne pouvait pas relire. Et contrairement à ce que vous dites, vous avez suggéré, effectivement on n'est pas là pour regarder par-dessus l'épaule du journaliste, mais quand même ça fait du bien de temps en temps de voir ce qui a été écrit, parce qu'on s'aperçoit, pour le bien du journaliste également, qu'il y a parfois des sacrées erreurs, pas seulement des erreurs d'un zéro qui traîne où il ne faut pas, mais parfois des erreurs de fond. Donc je trouve que le dialogue doit être fait des deux côtés. Et moi j'insiste beaucoup quand un journaliste vient me voir, mais beaucoup moins qu'avant, pour avoir un regard sur voilà, une seule fois. Bon. Ça. Ensuite, les journalistes que j'ai rencontrés pendant toutes ces années me semblent tous aussi bons ou aussi mauvais les uns que les autres, et les jeunes en particulier ne sont pas plus mauvais que les autres. Les jeunes journalistes ne sont pas plus mauvais et moins bien formés que les autres, de même qu'on n'écrit pas... Enfin bon. Et alors en ce qui concerne qu'est-ce qu'un journaliste scientifique, bon, c'est vrai qu'on en connaît beaucoup et de très bonne qualité, mais ceci étant, mon meilleur souvenir d'interview, là c'est une interview que j'ai pu éprouver moi-même, c'était... Alors j'ai été à l'origine de la Nuit des Étoiles, cet événement qui a lieu tous les ans.
Et ce que je vous raconte se passe en 1992, c'était la 2e année. Télérama relayait l'événement et m'envoie un journaliste, dont je ne dirai pas le nom parce que ça, c'est trop glorieux pour lui. Mais enfin bon, c'est pas ça, c'est parce que pour être discret. Il vient dans mon bureau et à l'époque, le sujet c'était Saturne, le sujet de la nuit des étoiles. Et il me dit, vous savez, je ne connais rien sur Saturne. Je ne connais absolument rien du sujet. Alors, sur le moment, j'étais un petit peu pris de court. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et bien, c'était formidable. Il a fait vraiment ça a été un échange et c'est un des meilleurs articles que j'ai pu lire pour venir de quelqu'un qui, effectivement, n'avait pas de connaissances a priori, mais était très à l'écoute et avait une approche culturelle que beaucoup de journalistes scientifiques n'ont pas ou ne peuvent ne pas avoir. Alors, que vous répondre à ça ? Vous dire, pour ce qui est de la relecture, c'est vraiment un débat. Je sais que les consignes, quand à la rédaction de Sciences et Avenir, par exemple, les consignes, nous sommes des journalistes, donc nous tenons à notre indépendance autant que vous tenez à la vôtre. C'est normal. Donc, faire relire l'intégralité d'un papier, ce n'est pas considéré comme éthique. C'est-à-dire que le journaliste doit prendre la responsabilité de ses écrits. En revanche, ce que nous faisions, c'est que, et ce que font les autres médias, c'est parfois de faire quand même relire l'intégralité d'un papier quand les enjeux sont très, très minimes du point de vue de l'enquête. Hein. Effectivement, un papier sur Saturne ne va pas révolutionner le monde de l'enquête. Mais autrement, quand il s'agit d'une enquête, on fait relire les propos. Donc, c'est-à-dire les propos qu'on vous attribue, on vous les fait relire. Pour être sûr que vous avez bien dit, que vous créditez ce que vous avez dit. Mais on ne vous fait pas relire le contexte, ce qui est de la responsabilité du journaliste. Parce que si on ne fait pas ça, si les frontières deviennent poreuses, c'est quand même la liberté de la presse qui est quand même en jeu. Voilà, c'est donc important de garder cette limite. Pour ce qui est du fait de ne rien connaître quand on vient faire un sujet, bon, évidemment, on peut y avoir un regard un peu naïf qui fait que le sujet va être intéressant et que le journaliste va rendre quelque chose de nouveau et de passionnant, mais c'est un métier comme les autres, c'est-à-dire que plus vous avez un background, plus vous avez un bagage, plus votre enquête sera fouillée et plus elle sera intéressante. Et sur la dernière partie de votre intervention sur les jeunes, ils sont aussi bons que les autres. C'est juste une question sans doute de formation, mais aussi de moyens qu'on leur donne aujourd'hui pour travailler. Hein, c'est plus ça que je pointais, plus que leur qualité intrinsèque. Évidemment, ils sont tout aussi qualifiés que nous, mais aujourd'hui, c'est une surprise pour personne. Il y a de moins en moins d'enquêtes de terrain, de plus en plus d'enquêtes au téléphone, de plus en plus de pression du temps, des groupes de plus en plus soucieux de leur rentabilité plutôt que de la qualité de l'information. Enfin voilà, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais les jeunes sont pris dans un... Je dis les jeunes parce que c'est depuis la génération web, hein, que ce rythme s'est accéléré. C'est un petit problème quand même. Voilà. Bon, il y a une question, là-bas. Et ensuite, Amida. C'est peut-être plus une remarque qu'une question, madame. Vous avez évoqué votre visite, je vous cite, bluffante, oui, à Sainte-Anne. Et en fait, ma question se situe à l'articulation pour les journalistes scientifiques entre la démarche critique ou philosophique et peut-être aussi idéologique et les nouvelles pratiques psychiatriques. Parce que je suis ce qui se passe à Sainte-Anne depuis quelques années. Je suis de près une orientation radicalement nouvelle et différente qui a fait fuir un nombre de soignants dans les dernières années considérable. Et là, entendre à l'Union nationaliste quelque chose comme les nouvelles méthodes de maladie, je crois que vous avez utilisé le mot biologie, sont absolument bluffantes. Je ne peux pas laisser passer ceci et je vous dis pourquoi. Je vous dis que depuis que le professeur Gaillard, professeur de psychiatrie, élève de Stanislas Dehaene, est aux commandes de cet endroit qui a été, pour moi, pendant des années, le lieu exemplaire de la psychiatrie à Paris,
depuis que Raphaël Gaillard a pris les commandes et depuis un certain nombre d'années, les cognitivistes, pour aller vite, ont triomphé et toute la psychiatrie freudienne traditionnelle a fui. Donc, dans le colloque de l'Union rationaliste, une parole aussi rapide et sans analyse idéologique de ce qui se passe depuis des années passées ne me paraît pas possible. Voilà, c'est dit. Vous avez raison de le dire et je vous entends tout à fait. Je ne renie pas mes propos. J'ai dit effectivement bluffante. Je suis à l'oral. Je ne suis pas chargée d'enquêter sur Sainte-Anne. Nous y avons fait notre assemblée générale. Les chercheurs étaient présents, donc nous avons pu, enfin les journalistes qui étaient présents, la centaine de journalistes qui étaient là, a pu échanger avec les chercheurs dans le but éventuellement de faire des papiers. Et les enquêtes se feront. Moi, je vous dis pas que si j'avais à écrire sur Sainte-Anne que je dirais que c'est bluffant. C'est une parole que j'ai là et qui, effectivement, vous avez raison, mais je n'ai pas fait l'enquête. Donc, ce n'est pas une conclusion que je vous donne là. Hein. C'est juste que dans les exposés qui nous ont été faits, j'aurais dû dire que ça paraissait bluffant. Mais évidemment, l'enquête reste à faire. Voilà. Donc, vous avez raison sur ce terme. Voilà. Bon, la parole à Mida. Moi, je vais être très brève. J'ai été frappée dans vos deux interventions parce que je viens d'un laboratoire qui, au départ, s'occupait de ce qu'on appelait les STS, les sciences et techniques en société. Quelque chose qui, justement, de façon assez frappante, était extrêmement présent dans le débat public à la fin des années 90 et au tournant des années 2000. Et, il y avait les grands numéros de la recherche, de Pour la science, etc., qui portaient là-dessus. Vraiment sur la science, le chaos, telle révolution scientifique, tel problème, ça. Et ça, d'une certaine façon, excusez-moi de vous le dire aussi brutalement, même si je suis les médias dont vous avez... Ça a un peu disparu du grand débat public. Et ce n'est pas du tout la faute je ne pense pas, en tout cas du tout, que ce soit la faute des journalistes scientifiques, mais justement l'ascension des problèmes environnementaux en société, d'autres problèmes que rencontrent nos pays et nos sociétés, ont un peu, pour des raisons que je ne m'explique pas totalement, poussé à l'arrière les enjeux proprement scientifiques. Et sont montés à l'agenda un peu des STS, de ceux qui s'occupaient des STS, de justement le débat public sur les choix scientifiques, plus la question de la participation des débats publics. Et monsieur, votre intervention était absolument passionnante, parce que je trouve que, par exemple, votre évocation des 3 exemples que vous avez faites, elle est extraordinaire. Je n'ai jamais lu, alors que je connais vraiment bien cette littérature, de papiers qui rassemblent ces 3 exemples et les mettent un peu en opposition ou en comparaison les uns avec les autres. Or, c'est absolument passionnant. Et quand la Convention citoyenne pour le climat a eu lieu, que j'ai suivi en tant que chercheur et j'ai participé à beaucoup de débats là-dessus, eh bien, il faut reconnaître qu'on n'a pas eu jusqu'ici, malgré la littérature assez abondante qui est sortie là-dessus, le livre de Thierry Pêche, enfin, plein de choses, on n'a pas réussi, justement, pour diverses raisons. C'était aussi le contexte de cette initiative et tout ça, à tirer les leçons pour le grand public de cette procédure et de sa... Je dis ça parce que, justement, comment il s'appelle notre jeune intervenant, Daniel Suchet, voilà, tout à l'heure, disait qu'il avait organisé quelque chose à l'X là-dessus, et j'y étais allé, etc. C'était peut-être, on était le nez sur l'obstacle à ce moment-là, c'était juste il y a 4-5 ans, et maintenant, finalement, on est passé un peu à autre chose, étant donné que c'est aussi le rythme de nos sociétés, on n'a pas complètement tiré les leçons de ces 2 questions.
Si je peux juste vous répondre en 1 minute. Donc d'abord à la demande de Raphaël Larère, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est éditeur pour le compte de Quae. Je suis en train d'essayer de mettre noir sur blanc des choses, mais avec l'approche complètement empirique qui est la mienne. Et j'ai écrit dans ce texte que je trouve que ça serait intéressant d'avoir aussi une approche plus académique, surtout quand on a été acteur de choses comme ça, Notre-Dame-des-Landes, quand on a ramassé soi-même les coûts, on a forcément un avis qui est plus très objectif. Et puis, le deuxième point à dire aussi là-dessus, c'est que dans ces expériences, on a évidemment toujours tendance à présenter les choses en plus roses qu'elles ne sont. Moi, j'ai participé à 2 débats publics sur le nucléaire, je l'ai dit, un sur les déchets, un sur les réacteurs. En caricaturant un peu, celui sur les déchets a été plutôt bien, en ce sens qu'il a produit des résultats. C'est un débat qui est bien, c'est pas que c'est agréable, c'est qu'il se passe quelque chose après qui correspond à ce qui a été dit dans le débat. Le deuxième a été un échec total, hein, mais à un point inimaginable. On a passé 1 an à tourner ça dans tous les sens et ça n'a servi absolument à rien. Mais le fait de comprendre pourquoi ça a été un échec, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc., c'est très instructif et c'est ça qu'on essaye de faire en ce moment.